d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 aujourd'hui. Il fait froid. Ils ont froid, ça se voit. Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. Bonjour. Bonjour Franck. Et Anas Abdoun, expert international en énergie et géoéconomie. Bonjour. Bonjour. Diesel, électrique. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah ouais, c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, on va parler de... Mais tu n'as pas précisé qui est diesel, qui est électrique. Diesel, c'est Anas. Oui. Et électrique... renouvelable. Voilà. Surtout je suis aimé par la majorité des Marocains. C'est vrai, le diesel, effectivement. Exact. Là, ça commence. Hein. Petit à petit. Tu vas connaître une grande popularité dans les années qui vont venir. Hein. Alors, on va parler de plein de choses. Deux sujets, on va dire chauds. Faut-il s'attendre à une intervention américaine en Iran? Ce sera pour dans quelques minutes. Et puis, alors j'avoue, un sujet, moi, qui me plaît bien sur le papier, et j'attends de vous entendre là-dessus, et notamment Anas Abdoun, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats à l'heure des divergences. Je suis rentré dans le sujet hier en préparant l'émission. J'étais pas vraiment au courant de tout ça, et il y a des choses incroyables à dire. On en parle tout à l'heure. Et puis il y aura des petits sujets express, parce qu'évidemment l'actualité internationale est très riche à l'international. Est-ce qu'on ne commencerait pas par parler de ce qui se passe du côté de Washington et du côté d'Alger aussi? C'est à la une de Média 24 ce matin, nos confrères. Sahara marocain, le Polisario rentre bredouille de Washington. Une délégation du Polisario s'est récemment réduite à Washington pour des échanges avec des responsables américains. Selon plusieurs sources, les États-Unis ont réaffirmé que le plan d'autonomie proposé par le Maroc constituait le seul cadre de discussion soutenu par Washington sur le dossier du Sahara marocain. Hafid. Eh bien, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Il s'agirait d'une réunion qui aurait eu lieu à Washington entre un représentant du renseignement américain et des représentants du Polisario. Et à l'issue de cette réunion, le Polisario est effectivement rentré avec une seule proposition de la part des États-Unis, c'est de négocier sur la base du plan d'autonomie du Maroc, ce qui semble normal puisqu'il y a eu une résolution du Conseil de sécurité quand même qui insiste. Ça veut dire que les affaires reprennent, comme prévu, on va dire. Simultanément, il y a eu cette visite, je pense que tu vas en parler, Franck, de Massad Boulos. De Massad Boulos à Alger, juste après le retour d'ailleurs de la délégation du Polisario. Ouais. Voilà. Et ce qui m'a interpellé dans le communiqué de l'agence de presse algérienne, c'est qu'il parle des moyens de renforcer la stabilité régionale entre Alger et Washington. Or, il n'y a pas de stabilité régionale. Moi, c'est ce qui m'interpelle. Il n'y en a pas. Les deux plus grands pays ont des frontières fermées. Il y a une militarisation à tout va avec une explosion des budgets militaires. Il y a une situation explosive au Sahel. De quelle stabilité régionale parle l'Algérie? En fait, c'est ça ce que moi j'aimerais bien que les Américains, et ils le savent très bien en réalité, c'est que l'Algérie, elle veut le statu quo. Effectivement, officiellement, c'est une demande d'indépendance du Polisario, mais la réalité, c'est que l'intérêt de l'Algérie, c'est préserver cette situation de statu quo avec une vingtaine de milliers de réfugiés séquestrés à Tindouf contre leur gré et foulant aux pieds tous les fondements des droits de l'homme et aussi de la Charte des Nations Unies. Et par conséquent, je ne sais pas de quoi va parler Massad Boulos, si ce n'est d'aller leur rappeler encore une fois la réalité de ce qu'a rappelé ce chef du renseignement américain aux éléments du Polisario à Washington. Alès. Oui, je crois qu'en réalité, on est dans la continuité, à mon sens, de la diplomatie marocaine, c'est de la diplomatie américaine. C'est-à-dire que d'un côté, on essaye déjà de jouer sur les deux vecteurs de blocage d'une résolution qui va dans le sens du plan d'autonomie, qui est en fait le Polisario comme organe théoriquement en charge de ces négociations, et de l'autre l'Algérie. Et donc on voit bien que c'est vraiment ce côté-là d'aller voir effectivement l'organe officiel et l'organe officieux, si vous voulez. Et puis je crois que la question véritablement ne se joue pas entre les négociations entre les États-Unis et le Polisario. C'est évidemment ce qui va se passer entre les États-Unis et l'Algérie. Et là, c'est de savoir quelles peuvent être les garanties apportées de la part de l'administration américaine pour que les Algériens puissent consentir
à changer leur ligne diplomatique. Et là, c'est pas évident Il y aura parce que du donnant-donnant, donc. en fait, c'est obligé parce que sinon, vous êtes sur un point de blocage et j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va bypasser tout cela objectivement. Si on regarde par exemple, est-ce que le donnant-donnant, il peut être du côté du Sahel, justement? En fait, le ministre des hydrocarbures était présent à la réunion entre Massad Boulos et la présidence algérienne. Et donc, très certainement, il s'agit aussi de vendre davantage le sous-sol algérien. Vendre d'un côté, ou offrir en échange. Et puis en échange, c'est une carte. Les États-Unis feraient quoi? En fait, l'idée, c'est que si l'on regarde un petit peu l'Algérie, qui est un grand pays gazier et de moins en moins un pays pétrolier, si on continue, en fait, ils vendent ce qu'on appelle du gaz et du pétrole conventionnel. À horizon 2030-2035, la part de consommation nationale dépassera le cadre de la production, donc il n'y aura rien à mettre à l'export. Ça va arriver vite, ouais. Ouais, donc l'idée, alors que l'Algérie a des formidables ressources non conventionnelles, les fameux gaz de schiste et pétrole de schiste, et là, c'est vrai que l'exploitation, notamment avec la fracturation hydraulique, les Américains savent faire, les entreprises américaines savent faire. Et donc là, l'idée, c'est d'encourager un petit peu les entreprises américaines avec peut-être des prêts de garantie ou des choses comme ça de la part du gouvernement fédéral pour aller explorer et en tout cas aller dégager ces potentialités-là algériennes. Donc ça peut effectivement être l'objet d'un deal. Cela dit, est-ce que cela va fonctionner? Parce que c'est toute la doctrine régionale de l'Algérie qui est remise en question. Ça, l'avenir nous le dira. Ouais, et la doctrine tout court même. Oui, régional en tout cas. Elle ne se contente pas sur ça, mais en tout cas, niveau régional, oui, c'est un point important. Et c'est vrai, non, le régime algérien tient sur ce récit de lutte des peuples et ainsi de suite, toute cette propagande. Et c'est vrai que ça tient vraiment beaucoup à ça. Et s'il n'y a plus le Maroc pour alimenter ce récit-là, c'est compliqué pour les dirigeants algériens de justifier tout ce pillage qui explique que le pays est un SMIC à 120 € alors que c'est un des plus importants PIB soi-disant de la région. Bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est leur problème, quoi. C'est un problème politique. C'est un problème politique. Justement, c'est leur problème. Je ne sais pas pourquoi nous, l'Algérie a besoin du Maroc. Elle harcèle le Maroc. Et là, en ce moment, les dirigeants algériens vivent un cauchemar parce que les Américains leur expliquent que c'est fini. Il ne faut plus penser au Maroc. Il faut penser à autre chose. Et c'est difficile après 60 ans, en ayant érigé le Maroc en tant qu'ennemi existentiel, diabolique, luciférien dans la région, de venir expliquer qu'ils vont tendre la main et qu'ils vont accepter de négocier avec leurs voisins et qu'il y aura une situation d'absolue normalité avec le voisin de l'Ouest. Je pense que vraiment c'est un saut ontologique. Je ne sais pas si les dirigeants algériens sont prêts à ça. En fait, au-delà de la personnification, quand on parle des questions internationales, il faut rarement aller dans la psychanalyse. C'est pas ma manière de faire. En réalité, c'est relativement, si je peux dire, cohérent dans la doctrine diplomatique d'un pays. C'est-à-dire quand vous avez misé beaucoup sur une situation diplomatique pour essayer d'inverser la tendance, c'est-à-dire en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est d'abandonner la positionnement diplomatique régional de ces effectivement 40-50 dernières années. Votre position, la rationalité politique, c'est de négocier quelque chose de gros et d'important. Donc, quelles sont les garanties que l'on peut donner, notamment de la part de l'administration américaine, pour tenter d'infléchir cette position? C'est ce qui est en train de se jouer maintenant. Et je suis pas sûr qu'on ait toutes les cartes en main pour pouvoir effectivement jouer de cette inflexion-là. Mais en tout cas, effectivement, le caractère énergétique des hydrocarbures, à mon avis, est un point important. Ouais, mais en tout cas, oui, ça, c'est la façon de faire des États-unis en plus. Hein, la négo. Donc, avec le plus grand des négociateurs comme président des États-Unis. Donc, c'est une bonne explication. Passer du psychologique et de tout ce que ça intègre à la négociation, ce sera compliqué pour l'Algérie. Oui, ça va se jouer sur de la rationalité politique, de la rationalité économique. Il y a un point qu'il faut rappeler qui ralentit beaucoup les Algériens pour Vous avez 50 secondes. Aller au-devant avec les Marocains, c'est que les réserves de change d'Algérie s'épuisent. Si demain l'Algérie venait à ouvrir des frontières, cela sous-entend une arrivée massive de touristes algériens, comme on le voit par exemple en Tunisie, avec une monnaie qui s'érode. Donc le problème, ce sera, d'une certaine manière, une exportation des devises de l'Algérie vers le Maroc, que les Algériens refusent. Ils refusent d'avoir chaque année 2 ou 3 millions d'Algériens qui sortent de la devise par le marché parallèle de l'Algérie vers le Maroc. Et donc là-dessus, c'est ça la question. Qu'est-ce que l'Algérie a gagné ou qu'est-ce que les dirigeants algériens ont à gagner en cas de rétablissement des relations ou de normalisation des relations entre Maroc et Algérie? C'est formidable. Sur le timing, vous devriez faire de la radio. C'est génial. On se retrouve juste après les infos de Karim Droné pour parler
d'intervention américaine en Iran avec un point d'interrogation. Avec deux décodeurs version internationale, puisque nous sommes mercredi, Hafid Boutaleb, analyste géopolitique, et Anes Abdoun, expert international en énergie et géoéconomie. On va parler de l'Iran maintenant. Faut-il s'attendre à une intervention américaine en Iran ? La tension est remontée d'un cran. Annoncé il y a quelques jours par Donald Trump, le porte-avions américain Abraham Lincoln, accompagné de son groupe d'escorte, est arrivé lundi dans la région. Le président américain avait promis l'envoi d'une véritable armada dans le Golfe pour accroître la pression sur l'Iran, accusé de réprimer dans le sang des manifestations d'ampleur inédite. La question, c'est jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller face à l'Iran ? Alors je vous rappelle que quand même la semaine dernière, je crois, avec l'excellent Jawed Kardoudi, on avait dit que la solution serait intérieure en Iran, qu'il fallait que les manifestations continuent à pousser, il fallait faire sortir des leaders qui pourraient être appuyés par les États-Unis ou d'autres pays, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement, là, si on fait un petit focus à l'instant T, maintenant, en Iran ? Qui commence ? Déjà, la première chose, effectivement, c'est qu'il y a eu un certain nombre de manifestations, de contestations, de répressions qui sont passées en Iran il y a cela quelques semaines. Et c'est vrai que là, tout est un petit peu retombé. Hein, ça fait pchit pour plusieurs raisons en réalité. La première, c'est il faut toujours prendre en considération dans l'analyse qui est la nôtre, faire une distinction majeure entre l'opposition iranienne en Iran et l'opposition iranienne à l'étranger. Dans le paradigme politique et dans l'approche politique, elle est complètement différente. C'est-à-dire que l'opposition iranienne en Iran, c'est une opposition qui est bien sûr extrêmement éduquée comme le reste de la population iranienne et qui a aussi un rapport au nationalisme iranien. Si bien que dans la logique de l'opposition iranienne, ils veulent faire tomber le caractère de la République islamique, le guide suprême et le régime, sans pour autant faire tomber le pays. C'est-à-dire que la vraie peur fondamentale de l'opposition iranienne locale, c'est de transformer le pays en Syrie, quoi. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que si le coup politique d'une chute de régime doit être un État failli et la chute de l'État, alors c'est pas la peine. On préfère garder le régime plutôt que de faire tomber le régime et avec faire tomber l'État. Et c'est là où il y a une vraie différence entre l'opposition iranienne à l'international, plutôt proche de Reza Pahlavi, etc., qui, elle, dit, bon, si l'Iran s'effondre et tout s'effondre, c'est pas grave, parce que ça nous permettrait, nous, de revenir. Et donc ça, c'est une distinction à faire. Et puis la deuxième des choses, effectivement, c'est que dans la sociologie politique iranienne, il faut bien comprendre que vous avez à peu près 20 à 25% de la population qui sont farouchement hostiles au régime et à l'État, et vous avez à peu près la même proportion qui est un soutien inconditionnel du régime et de l'État. Et donc vous avez un peu ce ventre mou de 50-60% qui vacille en fonction de la situation économique. Est-ce que le régime des mollahs iraniens a été fragilisé réellement ? Oui, il est fragilisé parce qu'il n'arrive plus à convaincre. Et il est fragilisé aussi d'abord sur la question économique. C'est d'abord une contestation économique et sociale. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que même dans la revendication d'un certain nombre d'opposants politiques, en fait, qui peuvent avoir un certain nombre de discours, il ne faut pas tomber dans la caricature. Vous avez des débats sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec des Iraniens en farsi, sur le rapport à la constitutionnalité de l'État, qui sont très poussés. C'est-à-dire que vous avez des débats sur est-ce que le guide doit rester le guide, est-ce qu'on n'enlève pas le caractère islamique. Tout ça, c'est autorisé, si vous voulez, en Iran. Ouais. Parce qu'on sait que la tension est tellement palpable qu'on ne va pas aller chercher véritablement. On laisse des soupapes. Là où le régime devient dans la répression, c'est qu'en fait, la contestation va vraiment chercher l'instabilité du pays. J'ai oublié la question que vous avez dite, mais en tout cas... Non, j'ai demandé si ce régime... Oui, ils sont d'abord affaiblis sur les questions économiques. On sait quand même peu de choses. Bon. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, un certain nombre de discours en fait, de la majorité de la population vous dit on comprend bien que la situation économique et sociale dans laquelle on se trouve, il faut bien comprendre que 40% des Iraniens sont le seuil de pauvreté pour une nation quand même qui a un des plus grands taux d'ingénieurs par habitant, qui est très éduquée. Ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place et ils sont objectivement pas à leur place. C'est-à-dire l'Iran, sans les sanctions américaines, c'est dans le top 12, top 13 des pays mondiaux au niveau de PIB. C'est un pays qui
qui est quand même très avancé d'un point de vue intellectuel, économique, etc. C'est les sanctions qui les ramènent à l'arrière. Et donc cette opposition dit on sait que ça n'est pas de votre fait, mais à partir du moment où les Américains créent ce goulot d'étranglement parce que vous êtes là, à un moment donné, le débat sur votre départ doit se tenir. Et puis le vrai problème, c'est que le régime n'offre pas de solution. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un petit peu des soupapes économiques, c'est-à-dire la vente d'un certain nombre d'actifs, l'exportation de pétrole vis-à-vis de la Chine, etc. Là, en fait, le régime n'a rien à offrir en termes de solutions de rechange au niveau économique. Le seul discours, c'est tenez encore 3 ans, le temps que Trump part et qu'on aille au niveau sur des négociations que je rappelle, ce sont les Américains, Donald Trump, qui ont arrêté le fameux accord de JCPOA. Ouais. Hafid ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le régime iranien. Alors, je ne suis pas d'accord là où il y a une divergence avec Anas. Ah, j'aime ça. Ce n'est pas les sanctions américaines qui empêchent l'Iran d'être la 12e ou 13e puissance économique mondiale, c'est le pouvoir des mollahs. Le pouvoir des mollahs a justement entraîné des sanctions américaines, mais c'est normal. Oui, donc c'est les sanctions américaines. Donc Depuis ce que je dis, 1980, les mollahs jurent qu'ils vont tuer l'Amérique. Vous imaginez? Et ils disent que c'est le grand Satan. Vous croyez que l'Amérique va attendre les bras croisés? Donc c'est normal, oui, effectivement. Mais ces sanctions-là sont du pain béni pour le régime. Parce que justement, le régime n'a pas pour objectif la prospérité de l'Iran. Le régime a pour objectif de durer le maximum de temps. C'est-à-dire le pouvoir entre le clergé. Le clergé chiite, c'est lui qui dirige ce pays. Et ce clergé-là, aujourd'hui, a un dirigeant, un leader, c'est Ali Khamenei. Le problème avec Ali Khamenei, c'est qu'aujourd'hui, il résume à lui tout seul le régime. Ce n'était pas le cas avant. Et jusqu'en 2009, il y avait plusieurs instruments, notamment une opposition interne au sein des mollahs, souvent résumée par le parti des réformateurs auquel appartient le président aujourd'hui Messoud Pezeshkian. Mais c'est un parti réformateur vidé de sa substance depuis 2009 qui ne représente plus ce qu'il a pu représenter les 30 premières années de la vie de cette République islamique. Avant, il y avait des dirigeants de très haut niveau comme Mohamed Khatami, comme Mir Hussein Mousavi, qui représentaient une alternative à Ali Khamenei. Depuis 2009, et l'intransigeance du régime et la manière dont il s'est coupé de son aile réformatrice ayant poussé le vice jusqu'à mettre ces dirigeants-là, qui sont issus des mollahs, qui étaient des dirigeants de la révolution, des révolutionnaires soutenant Khomeini en 1979, les ayant mis en résidence surveillée dès 2009 jusqu'à aujourd'hui, des dirigeants qui ont été présidents de la République islamique comme Mohamed Khatami, ça démontre qu'en réalité, on n'est déjà plus dans le schéma de la République islamique qui était déjà tyrannique et autoritaire des années 80-90, et qu'on est repassé en réalité à partir de 2009 à une dictature autocratique autour de la personne de Ali Khamenei. Et aujourd'hui, il est là le problème, c'est qu'il n'y a plus de garde-fous. C'est qu'avant, quand il y avait des manifestations, si vous voyez, dans l'histoire de l'Iran, entre 79 explosions populaires qui mènent à la fin du règne du Shah, et ensuite, et ça se calme dans les rues parce qu'il y a la première décennie, c'est quoi? C'est la guerre contre l'Irak, donc c'est un sursaut patriotique qu'il y a en Iran. Guerre contre l'Irak a été... Pourquoi il y a eu une guerre contre l'Irak? Il faut contextualiser, non, tu peux pas... La guerre contre l'Irak a été provoquée par les pays du Golfe et par le régime de Saddam Hussein. Qui a financé derrière par les Américains. Oui, après, le Satan, il vient pas de nulle part aussi, tu vois. C'est un secret de polichinelle, mais... Donc, il y a une temporalité dans... Cette première décennie. La deuxième décennie... C'est bien expliqué, bravo. Bon point pour... C'était la première décennie. Il y a eu la guerre et donc le sursaut patriotique. Les Iraniens, comme l'a bien rappelé Anas, c'est qu'effectivement, ils ont cette fibre nationaliste qui refuse d'aller, c'est une ligne rouge. Donc dans les années 80, ils se sont fédérés autour de la personne de Khomeini, quel qu'était son héritage et quelles qu'étaient les pratiques au lendemain de la Révolution, pour vraiment que sauver et préserver la dignité de l'Iran. La deuxième décennie des années 90, c'était la reconstruction de l'Iran et c'était l'apaisement un peu dans l'ordre international, on se souvient. Donc l'Iran a pu bénéficier de la rente pétrolière et de se reconstruire. Les années 2000, c'était justement les années avec Khomeini. Et Khatami, Mohamed Khatami était ce réformateur qui avait été élu à 87% des voix parce qu'il incarnait véritablement l'espoir de réformer cette République islamique. À partir du moment en 2009 où on a tué cet espoir, un horizon de pouvoir réformer de l'intérieur la République islamique qu'on a favorisé uniquement à la ligne dure du régime, eh bien c'est à partir de ce moment-là que le régime est devenu à soi-même son pire ennemi. Quel rôle jouent les alliés régionaux des États-Unis là-dedans, notamment Israël, les pays du Golfe? Alors là, c'est bon, déjà...
Je suis tout à fait en désaccord avec ce qu'a dit. Bon, j'aurais pas le temps d'y revenir, mais il y a quand même un problème de temporalité. Quand tu dis Khatami, c'est un réformateur, qu'il a été élu, mais au moment où il était élu, il y avait George Bush fils qui disait l'Iran est dans l'axe du mal, alors que 6 mois après, il les avait aidés en termes de renseignement avec les talibans. Il y a toujours une réaction. Je veux dire, il faut quand même, à mon sens, savoir lire l'histoire et c'est quelque chose que tu connais très bien. Je ferme la parenthèse. Sur la partie mais je me permets, c'est mon ami. Sur la partie c'est sport. En même temps, c'est sport. C'est très sport de le dire. Voilà, c'est ça. Sur la partie des alliances régionales, alors ça c'est vraiment intéressant et je pense que là on va se rejoindre, on a un point d'accord. C'est que juste avant 2022 et le fameux, je pense que c'était 2022, c'était en 2023 et le fameux accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, on se souvient des câbles Wikileaks où les Saoudiens disaient aux Américains il faut absolument couper la tête du serpent. Ça c'est vraiment les câbles diplomatiques et donc il y avait un front objectif régional contre l'Iran et le leadership de la République islamique d'Iran dans la sous-région, que ce soit Israël évidemment, mais ce soit aussi l'ensemble des pays du Golfe et même la Turquie qui voyait en fait d'une mauvaise œil, qui est en fait le grand rival régional en termes de capacité industrielle, en termes de démographie. Et là, en quelques années, en fait, on a complètement changé, c'est-à-dire que vous avez naturellement les Israéliens qui poussent politique très israélienne, c'est-à-dire qui pousse vers le bombardement de l'Iran parce que les Israéliens disent jamais depuis 1979 le régime n'a jamais été aussi affaibli. Nuance, ça ne veut pas dire que le régime est faible. On l'a vu dans sa capacité non seulement de répression et de dissuasion au niveau national et international, le régime iranien est loin de tomber demain. Je veux dire, il ne tient pas un fil. On n'est pas dans le cadre du Shah d'Iran. Et pour faire le parallèle, les gens qui sont à la tête de la République islamique d'Iran, s'il y a un problème, ils n'ont nulle part où aller. Ils ne vont pas aller en Californie ou aux États-Unis. Ils n'ont que l'Iran. Et donc, ils peuvent aller à Moscou. Non, les gens de la République islamique. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un problème, ils vont se battre jusqu'au bout. Et c'est là la problématique de ce point-là. Et donc, on a vu Israël qui tente effectivement, si vous voulez, de chauffer les États-Unis sur un bombardement parce qu'elle sait très bien, depuis la guerre des 12 jours, maintenant ça a été révélé, en fait, l'impact de la puissance balistique iranienne au niveau effectivement et des centres de commandement, au niveau de la raffinerie de Haïfa, au niveau d'une base aérienne qui voit les F-35 au sud d'Israël. Et donc, Israël se retrouve dans cette logique où elle comprend qu'une confrontation avec les Iraniens seuls, elle est incapable de le faire. Donc, elle essaye d'entraîner les Américains. Et puis, le grand changement, le grand paradoxe, c'est de voir effectivement cette posture, c'est-à-dire que quel est l'élément qu'aujourd'hui qui retient la frappe américaine ? Il y a 2 points fondamentaux. La première, c'est encore la capacité de dissuasion régionale et internationale de l'Iran. C'est de dire, si vous tentez non seulement de frapper l'Iran, mais de tenter de renverser le régime, alors là, c'est une guerre totale, et il y a une capacité de nuisance au niveau des bases militaires américaines de la région, au niveau d'Israël. C'est-à-dire, si je tombe, c'est toute la région qui tombe, et ils ont les moyens de le faire. Parce que le dôme de fer, c'est que les Israéliens, les autres ne seront pas protégés. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point qui est très intéressant, et je terminerai par là pour laisser la parole à Hafed, c'est qu'en fait, vous avez l'ensemble des pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman et la Turquie, qui font un lobbying immense auprès de Washington pour dire « vous ne pouvez pas frapper les Iraniens parce que là, c'est toute la stabilité régionale ». Et donc, on est parti en moins de 5 ans, et c'est pour ça que cette région est toujours intéressante, parce qu'il y a des configurations géopolitiques qui sont très changeantes. En moins de 5 ans, on est parti de « il faut couper la tête du serpent » à la première garantie de sécurité diplomatique des Iraniens, c'est le lobbying des Saoudiens. Et dernière phrase, c'est que les Saoudiens, les Qataris et la Turquie, qui tiennent toutes, et les Émirats arabes unis aussi, qui tiennent toutes des bases militaires américaines dans la région, ont dit en cas de frappe en Iran, vous ne pouvez pas utiliser les facilités militaires locales et vous ne pouvez pas survoler l'espace aérien de ces pays-là. Je partage un peu l'opinion. C'est vrai qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou veut tirer, et on le sait ça depuis le début, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, il veut tirer avec lui Trump dans sa croisade contre les Iraniens, parce qu'il pense qu'effectivement, comme l'a souligné Anas, jamais le régime n'a été aussi affaibli. Mais encore une fois, c'est très difficile de changer le régime de l'extérieur. C'est quasiment impossible. Les Américains vont mener des frappes, et je pense que ce que fait aujourd'hui, parce que ce qui se passe, c'est que Donald Trump, d'une certaine manière, dégarnit la mer de Chine de la marine américaine et déplace cette capacité militaire
aux environs donc, du golfe arabo-persique. Il y avait l'annonce de l'envoi d'une armada, Oui. Et maintenant il y a un déploiement quand même du porte-avions Abraham Lincoln. Oui, effectivement. Est-ce que c'est un signal fort Il y aura des frappes, ça c'est sûr, parce que ça coûte très cher de déplacer ce porte-avions jusqu'aux portes donc du golfe arabo-persique. Et c'est là ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas rentrer à ce golfe-là parce que Ils sont dans l'océan Indien. ils resteront au niveau de l'océan Indien parce que les pays du golfe refuseront de participer à ce qui pourrait devenir une entreprise de déstabilisation durable dans la région, en tout cas par rapport à eux et leurs relations avec leur géant voisin iranien. Et il y aura des frappes. L'objectif de ces frappes sera peut-être de renforcer les éléments de l'opposition qui souhaitent d'abord voir certains points des gardes révolutionnaires, certaines bases être ciblées pour pouvoir aller plus vite dans la contestation, même si aujourd'hui il semble qu'il y ait un essoufflement, et ensuite peut-être même envoyer des armes directement et faire en sorte qu'il y ait des villes qui basculent entre les mains de l'opposition. Et ça a été même suggéré par Donald Trump, qui avait faussement dit, peut-être dans un geste d'encouragement de ces manifestations, que la deuxième plus grande ville du pays avait, au début janvier, basculé entre les mains de l'opposition, qu'elle était dirigée par ce qui était faux, ce qui était une rumeur. Mais ce serait peut-être ça, voire... Et donc ça, on irait vers un scénario de guerre civile à la syrienne, et le principal frein peut-être serait même cette opposition interne qui refuserait de rentrer dans ce jeu-là, qui signifierait une guerre civile, et donc déchirer ce corps unifié qui est la nation iranienne. Et donc là-dessus, il est là le problème. C'est pour ça que je pense que la solution pourrait venir de ces éléments dont je vous ai parlé, qui sont en résidence surveillée. Mohamed Khatami pourrait être aujourd'hui le futur guide suprême, poussé au départ Ali Khamenei, donc une révolution de palais. C'est ce qui pourrait arriver à terme si le régime continue à réprimer. Il faut rappeler que la rapporteuse spéciale des droits de l'homme des Nations Unies parle de plusieurs dizaines de milliers de morts. On parle là des Nations Unies. Ça, c'est votre option. L'option, c'est alors dizaines de milliers de morts, ça c'est la rapporteuse des Nations Unies aux droits de l'homme, et pour la région. Et puis ça serait peut-être une révolution de palais, donner le pouvoir à l'aile réformatrice. Peut-être ça serait la solution la moins difficile et la moins sanglante aussi. Est-ce que ces frappes contre, évidemment, on l'imagine, des infrastructures, des centrales, etc., ça ne va pas être contre-productif justement concernant la population iranienne et puis on va dire Non, ça ne va pas être contre-productif parce qu'il y a eu quand même des frappes, la guerre des 12 jours en juin dernier, ça n'a pas empêché une explosion populaire. Et c'est ça ce qui est surprenant. 3 ans après le mouvement Mahsa Amini, où il y a eu beaucoup d'exécutions, une répression féroce, les Iraniens, la colère iranienne est supérieure à la peur. Et donc c'est ça le vrai problème. Le problème, il est économique, il est structurel. Anas Hamdoun, pour terminer sur l'Iran. Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là, c'est-à-dire qu'effectivement je crois qu'on est d'accord sur le fait qu'il y ait une impopularité du fait du régime. Maintenant les causes structurelles, moi je pense que le guide suprême, il est très impopulaire. Oui, mais ça je suis d'accord, mais parce qu'en fait il représente un petit peu ce blocage économique. Cela dit, je veux dire, quand il y avait effectivement la guerre des 12 jours, la nation iranienne a fait bloc. Oui. Même l'opposition, elle a fait bloc. Et d'ailleurs, pendant la guerre. Pendant la guerre. Mais c'est pour ça qu'il suffit pas c'est pas binaire, quoi. C'est pas vous êtes pour ou contre le régime. Oui. Et d'ailleurs, de la même manière, le premier point qui a fait pchit dans la répression, dans les manifestations, bien sûr, il y a l'élément de la répression, mais on a vu aussi des manifestants qui venaient avec des armes lourdes et qui commençaient à tirer dessus. Et effectivement, il y avait des connivences au niveau d'un certain nombre de services de renseignement. Et quand derrière, vous avez Donald Trump qui vous dit allez-y, on va bombarder, et bien votre crédibilité politique en tant qu'opposant, elle tombe complètement. Et donc, je pense qu'il faut prendre cela en considération. La problématique, la réforme, est-ce qu'elle viendra de l'intérieur? Elle pourra venir que de l'intérieur. Mais là, encore une fois, je suis obligé de rappeler Khatami, effectivement, c'est un réformateur dans les années 2000. L'administration américaine répond en les mettant dans l'axe du mal et en les menaçant à l'époque. C'était George Bush fils. Quand Rouhani arrive à convaincre le guide de la révolution qui ne voulait pas des accords, arrive à le convaincre de la nécessité des accords, les conservateurs et les ultra-conservateurs disent OK, on va négocier. Ils arrivent à un accord avec Obama qui coupe les accords. C'est encore une fois l'administration américaine. Oui, mais entre-temps, ils ont déplacé leur armée en Syrie. Pourquoi l'armée iranienne? C'est ça. Et au Yémen. Je termine. C'est ça la problématique de déstabilisation régionale. C'est ça la problématique de l'Iran, c'est que vous avez un accord bilatéral, mais vous ne pouvez pas leur dicter la politique étrangère. Pour eux, c'est une ligne rouge, et comme tout État en réalité. Et voilà, et c'est surtout pas binaire. Merci messieurs, on se retrouve juste après les infos de Zineb Jioudi, et on va parler d'Arabie Saoudite et d'Émirats Arabes Unis tout à l'heure. Ça va être passionnant. Il est 9h.
Les décodeurs, la suite. Alors c'est bien, vous savez, les décodeurs, je vous dis tout, hein. En off, qu'est-ce qui se passe pendant les infos? On n'écoute pas les infos. Non, on continue le débat juste devant la porte du studio. Et puis des fois, on s'emporte. Et je pense que là, si on n'avait pas eu... alors bravo au réalisateur de l'émission qui envoie carrément la musique du générique, comme ça on arrive. Donc c'est bien. Parce que sinon on était parti jusqu'à 10h tranquille. Oui, on discutait tranquille. Remets-nous donc de café et puis voilà quoi, on y va. Alors, deuxième sujet. Alors ça, j'avoue, je vous le dis, hein, là aussi, généralement la veille, j'appelle les décodeurs du jour pour leur dire est-ce que vous pensez à un petit sujet, est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler? Et hier, je m'entretiens sur WhatsApp avec Anas Abdoun et il me parle de ces divergences entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et je me dis, mais ça, c'est un sujet intéressant. Il faut qu'on en parle. Alors, est-ce que, d'abord, ça va m'éviter de lire le texte que j'ai écrit, mais est-ce qu'on peut résumer ce qui se passe? Et peut-être, et après, on parlera des relations entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis depuis longtemps, parce que ça se passait plutôt bien. Oui, ça se passait même très bien. C'était des grands partenaires économiques, diplomatiques, et pendant très longtemps, c'est-à-dire dès l'arrivée du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, à bien des égards, on disait de Mohammed Ben Zayed, donc qui est le chef d'État des Émirats Arabes Unis, qu'il était son mentor. Et donc il y avait même un alignement idéologique, etc. Et ce qui s'est passé, effectivement, alors on a à peu près moins d'un mois, hein, donc on est encore en plein dedans d'ailleurs, c'est probablement la plus grande reconfiguration d'alliances et géopolitiques dans la région, alors qui est largement passée sous silence, parce qu'effectivement il y a... Parce que justement, ils semblaient partager une vision commune. Oui, ils ont acté tous les deux le blocus contre le Qatar. Ils avaient fait une intervention similaire au Yémen au début, etc. Et là, il y a eu une vraie fracture ces derniers temps, où dans la perception de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire la politique que menaient les Émirats Arabes Unis de ce qu'on appelle en fait de déstabilisation d'un certain nombre d'États dans la sous-région, c'est-à-dire aller dans des États qui connaissent un petit peu des guerres civiles ou dont l'autorité de l'État n'arrive pas effectivement à pleine capacité, bien jouer de ces dissensions. C'est vrai au Soudan, avec le financement de Hameti et des forces d'intervention rapides. C'est vrai au Yémen. Et puis c'est vrai aussi au Somaliland. Et Somaliland, ça a été vraiment presque un trauma pour la famille royale saoudienne. C'est-à-dire que la reconnaissance du Somaliland par Israël, et qui a été unanimement condamné par le monde arabe, je crois qui a condamné la reconnaissance israélienne, le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Il me semble que c'est les deux pays qui ont refusé de condamner, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, pour l'Arabie Saoudite, c'en était trop en réalité, parce que ce qu'elle a perçu en fait de cette reconfiguration régionale, c'est que la déstabilisation est au sud du Yémen et à l'ouest au Somaliland, donc en fait dans la mer Rouge, et au Soudan, en fait c'était un encerclement de son voisinage, et donc ça allait à l'encontre de ses intérêts stratégiques. Et donc on a vu pour la première fois un certain nombre d'éléments qui nous montraient qu'en fait ce divorce était acté. D'abord, c'est un premier bombardement de l'Arabie Saoudite au Yémen, avec des forces effectivement d'une cargaison d'acheminement des munitions qui venaient des Émirats Arabes Unis. Donc on est quasiment dans la confrontation directe avec un proxy des Émirats Arabes Unis. Ça dans manque le pas. port de Mokalla. Exactement. 3 jours après, vous aviez les Émirats Arabes Unis qui annoncent le retrait total des forces de la région, des forces émiraties du pays, ce qui est quand même une constante de la diplomatie émiratie ces 10 dernières années, donc c'est pas rien. Deuxièmement, nous avions effectivement la politique soudanaise, où là, effectivement, il y avait une grosse intervention, je dirais, de la part des Émirats Arabes Unis pour financer en fait cette guerre civile. On avait les Égyptiens qui regardaient ça d'un très mauvais œil, mais qui n'avaient pas la capacité de contredire la diplomatie émiratie, parce qu'ils ont cruellement besoin de devises étrangères et d'investissements directs étrangers, et que le premier investisseur, c'était les Émirats Arabes Unis. Et là, on a vu effectivement le ministre des Affaires étrangères saoudien se déplacer au Caire, et d'un coup, on a une déclaration officielle du Caire qui condamne un petit peu ces interventions, qui soutient l'unité du Soudan, et qui 2-3 jours après ferait une frappe aussi
sur la frontière entre la Libye, le Soudan et l'Égypte, sur l'acheminement de cargaisons militaires du maréchal Haftar, donc de l'est de la Libye, vers le Soudan. Et puis, effectivement, il y a toute cette pression au niveau du Somaliland. Vous avez la télévision d'État à l'Arabie, en fait, qui est en fait la ligne officielle, quoi, qui commence à passer... Comment ? La ligne officielle de Riyad. Oui, la ligne officielle des Saoudiens, qui commence à passer de reportages anti-émiratis, etc. Vous avez un certain nombre d'intellectuels qui se libèrent au niveau des réseaux sociaux, qui ont un discours extrêmement anti-émirati, anti-israélien. Et donc, très rapidement, on comprend que là, maintenant, le rôle de l'Arabie Saoudite, c'est de calmer un petit peu ces ardeurs régionales. Et c'est intéressant, et je terminerai par là pour laisser encore une fois la parole à Hafid, c'est qu'en fait, les Émirats arabes unis se retrouvent non seulement isolés des géants de la région, de la République islamique d'Iran, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, du Pakistan, mais aussi des autres pays du Golfe, parce que le Qatar n'a jamais oublié qu'il a été le principal lobbyiste pour faire le blocus contre le Qatar. Le sultanat d'Oman, qui est en fait plutôt dans la neutralité diplomatique dans la région, se rend compte que ses services de renseignement ont été les Saoudiens pour frapper l'acheminement militaire émirati au Yémen. Et donc on se rend compte qu'ils sont complètement coupés du monde et de l'Égypte et des grands pays, mais aussi des pays du Golfe. Et donc c'est un sale moment pour la diplomatie émirati dans la région. Et c'est quoi? C'est une question de puissance. Les Saoudiens n'ont pas supporté la puissance déployée par les Émirats. En fait, les Émirats, l'ingérence des Émirats arabes unis était tolérée par les Saoudiens jusque-là, sauf qu'à partir du moment où ces ingérences touchent la frontière sud, c'est-à-dire déstabilisent la frontière sud et la frontière ouest et la corne de l'Afrique, eh bien, il y a cette idée dans les cercles stratégiques saoudiens de dire le but c'est pas simplement de l'influence, en fait c'est de fragmenter les grands États qui comptent dans la région. On peut peut-être être les prochains et donc vaut mieux réagir maintenant. C'est vrai qu'il y a un risque de fragmentation de plusieurs pays, dans 4 notamment. Il y a le Yémen, avec le retour du Yémen du Sud. Il y a, pour le moment, le Yémen est toujours unifié aux Nations Unies. Il y a donc le Somaliland, la Somalie, mais qui depuis 30 ans est une entité qui existe et qui a une capitale, Hargeisa, avec un exécutif, un parlement et ainsi de suite, et qui souhaite, en tout cas, entendre leurs dirigeants s'émanciper de la Somalie, qui, elle, a comme capitale, rappelons-le, Mogadiscio. Et il y a un parlement, un pouvoir central en Somalie, à Mogadiscio. Il y a le Soudan, où il y a le Darfour qui souhaite, non, il y a le Darfour qui connaît en ce moment des combats très virulents, une violence incroyable. On se souvient l'entrée des exactions lors de l'entrée des populations de l'armée rebelle dans la capitale, El Fasher. Et puis il y a la Libye, avec l'Est qui pourrait, en tout cas qui de facto est dirigé par un pouvoir différent de celui de la capitale depuis au moins 10 ans. Donc en fait ces pays-là, pour le moment, ils tiennent sur le papier, mais ils sont déjà de facto. Je pense qu'ils connaissent déjà de facto des dissensions très importantes qui ne se régleront pas au retour de l'amitié émirato-saoudienne, ou si ça se prolonge, cette inimitié se prolonge. Mais là où vraiment il y a eu une ligne rouge, c'est le Yémen. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que les Saoudiens veulent avoir un accès à l'océan Indien. Pour le moment, l'Arabie Saoudite, si on voit bien la carte, elle reste bloquée sur l'océan, sur la mer Rouge et le golfe arabo-persique. Ils veulent avoir une sortie sur l'océan Indien, mais en tout cas pas sous les conditions et les termes des Émirats arabes unis. Parce que les Émirats arabes unis, là où ils ont franchi une ligne rouge, c'est avec le Conseil de transition du Sud, c'est-à-dire l'organe qui souhaite l'indépendance aujourd'hui du Yémen du Sud, et ils sont devenus plus proches et plus stratégiques pour le CTS, Conseil de transition du Sud, que les Saoudiens. Et donc, par conséquent, l'Arabie Saoudite va se transformer immédiatement en le chantre de l'unité yéménite, alors qu'en réalité, ça les arrange d'avoir une division du Yémen comme par le passé, à avoir un accès à leur terme à la mer Rouge, notamment le port de Mokalla. Et c'est pour ça que la frappe va se faire sur ce port-là, la frappe qui va, elle, cibler le CTS et notamment l'approvisionnement émirati du CTS. Donc, finalement, là en réalité, c'est que s'il doit y avoir un sud indépendant, ça doit être suivant les termes de Riyad et pas ceux des Émirats. Je crois que c'est là où véritablement le clash s'est produit, même si au-delà, il y a plusieurs divergences sur les théâtres de conflits voisins. Ça veut dire que les Émirats ont joué leurs propres intérêts dans cette histoire? Ils sont allés plus vite que leurs voisins saoudiens sur le Yémen, et je pense que là, ça a été une grosse erreur.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oui, ils sont allés plus vite et puis ils étaient beaucoup plus agressifs. C'est surtout ça. C'est-à-dire que les Émiratis ne prenaient pas en compte. J'ai aimé la démonstration de Hafid quand il parle des 4 théâtres d'opération, Libye, Soudan, Somalie, Yémen. Dans les 4, vous retrouvez un financement des Émirats arabes unis et un acheminement des armes. Et donc, il y a vraiment, à un moment donné, on le voit, ce rôle de déstabilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les Saoudiens rompent le silence et mettent en évidence effectivement cette politique de déstabilisation, on voyait on a l'impression de voir qu'il y a plein de pays qui n'attendaient que ça. On voit une position beaucoup plus vindicative de la part de l'Égypte, de la part du Pakistan, etc. Et il y a même maintenant une organisation, un accord de défense qui existait déjà entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Et maintenant, il y a un projet pour que la Turquie rejoigne cet accord de défense trilatéral, parce que l'idée, c'est que ce projet entre les Émirats arabes unis et Israël de vouloir fragmenter les États de la région, eh bien, c'est un pôle de stabilité qui va en fait sur un renforcement des forces étatiques, quitte à ce qu'elles soient divergentes, mais au moins pour ces pays-là, c'est plus intéressant de parler avec un État futile divergent sur les positionnements diplomatiques, mais au moins stable politiquement, plutôt que de jouer un petit peu à chaque fois la carte de les forces rebelles ici et les forces rebelles là. En fait, c'est la fin de la parenthèse qui était ouverte avec la Syrie, en réalité. Écoutez, vous êtes en train de parler là d'un jeu de domino. Ça paraît quelque chose d'assez important quand même. Pourquoi on en parle aussi peu? Hier, on en a parlé, je suis allé voir un petit peu les articles. On n'en parle pas beaucoup. Il y a des grands journaux qui font, il y a des tribunes aussi. Il y a un excellent article de Anes Abdoum. Mais pourquoi on n'en parle pas et pourquoi, justement, ces tensions restent un peu sous le manteau, quoi. En réalité, à mon sens, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'elle a beaucoup été éclipsée par le premier sujet dont on vient parler. D'ailleurs, la chronologie en dit long. C'est-à-dire que quand vous avez des bruits de bottes importantes et que des menaces de frappe iraniennes, vous aviez aussi la contestation très importante et les manifestations et la répression en Iran, eh bien, ça éclipse un petit peu les jeux de coulisses. Or là, on est vraiment dans un jeu de coulisses. On est dans ce qu'on appelle des signaux faibles. Il n'y a pas une manifestation claire. Il faut décoder un certain nombre d'informations, les alignements diplomatiques qui changent, les prises de position égyptienne qui change, et aussi ça se traduit aussi sur le terrain économique. D'ailleurs, je rejoins ce que tu as dit, Franck, c'est-à-dire qu'on retrouve plus des analyses dans les journaux économiques, parce qu'effectivement, on voit les prises de participation portuaire émiraties, DP World, qui sont de plus en plus fragilisées par rapport au niveau positionnement saoudien. On voit par exemple que les Émiratis qui avaient un accès privilégié à l'or soudanais, on sait qu'il le blanchissait un peu à Dubaï, maintenant est passé sous contrat saoudien. Et donc il y a un petit peu cette logique de guerre économique. Comme c'est des signaux faibles, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, on n'est pas dans une démonstration beaucoup plus large dans le suivi de la presse, quoi. Qu'est-ce qui va arriver maintenant, en fait? Est-ce que parce que là, on va commencer à en parler, vous savez comment ça se passe. Ouais. Bon. Déjà au niveau du Yémen, vous voyez ça comment? au niveau du Yémen, il y avait un véritable objectif de recréer, refonder le sud du Yémen qui s'appellerait en fait la République du Sud Arabique. C'était ça ce qui avait été prévu en tout cas par les Émirats. Ça n'aura pas lieu pour le moment en tout cas. Mais rappelons quand même que le Yémen unifié que l'on connaît est une exception dans le temps. La réalité, c'est que le Yémen a longtemps été divisé entre le sud, qui est en réalité l'est du Yémen, le sud-est, et le nord-ouest. Et donc, cette entité-là n'a existé en tant qu'entité unifiée qu'entre 1990 et finalement 2017. Depuis 2017, le sud du Yémen est entre les mains de ce Conseil de transition du Sud qui souhaite revenir à la normalité, qui est avoir un État de Sud arabique et pas un Yémen unifié tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce que ça aura lieu ou pas? Pour le moment, en tout cas, c'est reporté au calendrier grec. En tout cas, concrètement, ce qui va se passer, effectivement, on a vu juste après justement la frappe sur le port de Mokala, le retrait total des forces émiraties du Yémen. On a vu que c'était un pays qui était en fait dans la doctrine diplomatique qui était la sienne complètement fragilisée maintenant. Et on voit effectivement les Émirats arabes unis ne pas chercher la confrontation directe, mais tenter en fait d'amadouer les Saoudiens. Et donc il y a une position très offensive des Saoudiens et un mea culpa permanent des Émirats arabes unis. Il y a une chose qui est intéressante,
c'est qu'il y a eu un déplacement de Mohammed Ben Zayed en Inde, justement une semaine après ce positionnement saoudien, pour tenter de chercher des alliés stratégiques qui puissent peser davantage sur l'Arabie Saoudite. Et Mohammed Ben Zayed a eu une fin de non-recevoir parce que qui va s'allier avec les Émirats Arabes Unis au détriment des Saoudiens qui pèsent beaucoup plus, notamment au niveau économique, au niveau diplomatique. Dernière question, vous me répondez rapidement. Qui a le plus à perdre ou à gagner dans cette nouvelle donne? C'est les Émirats. Ah oui, les Émirats, incontestablement. Ils ont déjà perdu énormément et la perte risque d'être encore plus importante. Ok, les débats express, 9h21. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, débat express. Tiens, on va commencer par les relations entre le Maroc et le Sénégal, puisque on a eu cette haute commission qui s'est déroulée ces derniers jours, qui a été activée et réactivée après les événements footballistiques de ces dernières semaines. C'était une occasion de rebondir sur cet événement, ce qui s'est passé, cette finale un peu agitée, ou très agitée. Alors rapidement. Non, mais ce qu'il y a à dire, c'est que la dernière fois que cette commission s'est réunie, ça remonte à quand même 12 ans, plus de 12 ans, que c'était la première fois qu'il y a eu une rencontre entre l'exécutif marocain et l'exécutif sénégalais. Il faut une finale de Cannes voilà, oui, pour réactiver tout ça. C'est un exécutif nouveau qui est au pouvoir depuis 1 an et demi. Et qui a tardé à faire à envoyer les signaux que nous connaissons habituels du Sénégal vers le Maroc. Bassirou Faye a surtout été aperçu à Riyad, à Istanbul, mais pas à Rabat. Donc c'était une occasion de renouer avec ce pays voisin et frère qui est le Sénégal, 12 ans après cette haute commission mixte et quelques jours après la finale. Donc finalement c'était salutaire et bien évidemment nos relations avec ce pays-là n'ont pas été affectées finalement par ces incidents ayant suivi la finale, puisque c'est des relations quand même bien plus fortes et on l'a vu, la signature de 17 accords, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. On va pas revenir sur les accords parce qu'on en parle beaucoup sur Atlantique. Annès, là-dessus Oui, alors, très rapidement, en réalité, oui, c'est salutaire qu'il y ait cette rencontre diplomatique, je suis d'accord, et en même temps, c'est d'une tristesse sans nom, pardonne-moi, hein, mais c'est-à-dire qu'on arrivait à un point où l'objectif, c'était de donner une bonne image du continent, et avec une finale, on a quasiment connu, alors je suis d'accord, c'était pas une crise diplomatique, mais enfin, ça en avait presque l'air, c'était pas d'un point de vue institutionnel et officiel, mais on est rentré dans une espèce de schizophrénie nationale, et ici et là-bas. Et c'est bien dommage que pour un match de foot, on arrive à ce niveau-là et qu'il faille réactiver des canaux diplomatiques et une visite quasiment d'État pour effectivement mettre dans la conscience de chacune et chacun qu'il s'agissait là que d'un match de foot. C'est dommage pour le coup. C'était l'occasion de montrer que dans le sport, comme les autres nations et régions, on savait faire la part des choses. C'était une occasion manquée. Alors, deuxième thématique, ça s'est passé il y a quelques heures. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, devrait avertir donc aujourd'hui que les États-Unis pourraient de nouveau avoir recours à la force si le Venezuela ne se plie pas aux souhaits de Washington, à vos souhaits. On sait ce qui se passe au Venezuela. On a entendu les déclarations il y a quelques jours de la présidente qui veut prendre un peu de distance avec les États-Unis. Et là, donc, on a des rapports qui se durcissent un petit peu ou qui risquent de se durcir un peu. Oui, de la même manière où lorsque l'on parlait de l'Iran, on disait que vous ne pouvez pas changer le régime avec simplement une intervention extérieure et des frappes. Il faut ce qu'on appelle boots on the ground, c'est-à-dire il faut des troupes au sol pour. Et là, il y avait un petit peu l'illusion qu'en capturant, je ne sais pas si c'était une illusion, en capturant Maduro et sa femme, le Venezuela allait tomber. Après une grosse intervention quand même. Oui, mais je veux dire, ça restait une intervention ciblée. Il y a le Télégraphe qui a parlé d'une réunion en octobre avec un représentant du Qatar à Doha et un représentant du renseignement américain avec la vice-présidente qui est aujourd'hui présidente de facto. Donc peut-être qu'elle est dans le coup, tout le monde le sait, ça, je pense. Elle est dans le coup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a eu le 2 janvier et puis depuis, comment ça se passe sur le terrain? Très peu d'informations. Le Venezuela continue de fonctionner. Mais comme si de rien n'était arrivé. Comme si de rien n'était arrivé. C'est ça ce qui est incroyable. Oui. Et donc, effectivement, les Américains sont un peu surpris par ce qui se passe. Je ne sais pas quelles seront les prochaines étapes. Donc Marco Rubio mais ils ont mis la main sur le pétrole. Nous sommes prêts à recourir à la force. Voilà. Ça
Oui, enfin, moi je pense qu'on est dans des effets d'annonce. Il y a des négociations. Recourir la force dans un pays comme le Venezuela, alors qu'on sait déjà qu'ils sont dans plusieurs théâtres d'opération. Même les Américains n'ont pas la force logistique et de déploiement d'être sur 3 fronts en même temps. Donc ils sont très prudents. Je pense que c'est plus un effet d'annonce qu'une menace sérieuse. Et Trump a invité la présidente à venir lui rendre visite à la Maison-Blanche. Alors, je voulais vous faire réagir aussi à propos de l'ICE et avec une info qui date d'hier, à quelques jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en Italie. Une nouvelle qui n'a rien à voir avec les JO, en tout cas les JO sportifs, fait hurler une partie du pays. Des agents de la police américaine de l'immigration, l'ICE, seront présents en mission de soutien pour la sécurité de l'événement, a confirmé l'agence elle-même. Alors, ils sont là pour la surveillance du vice-président J.D. Vance et du secrétaire d'État Marco Rubio. Alors ça a créé un séisme politique en Italie. Bon, ils sont habitués au séisme politique en Italie, mais montée de bouclier du maire de Milan, Giuseppe Sala, qui est centre-gauche, et qui dit que tout ça est intolérable, on ne peut pas absolument dire que l'ICE est bienvenue à Milan. C'est une milice qui tue et qui entre chez les gens en s'auto-délivrant une autorisation. Et il termine en disant, en s'adressant directement à Giorgia Meloni, « Je me demande si nous pourrons dire non à Trump pour une fois ». Moi, j'ai rien à redire, c'est parfait ce qu'il vient de dire, parce qu'effectivement... ICE se comporte plus comme une milice que comme une force de police fédérale. C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ont tué un citoyen américain il y a moins d'une semaine. Et effectivement, disons que dans d'autres pays, ça s'appellerait une milice, quoi. Oui, effectivement. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que pour rejoindre la thématique des Jeux Olympiques, c'est-à-dire même, il y avait Steve Blatter qui disait qu'il vaut mieux pas aller aux États-Unis parce que ça devient dangereux. Et là, toutes les diplomaties, vous savez, elles tiennent toutes ces fameuses cartes des dangers pour les pays où vous devez y aller, où vous risquez de ne pas y aller. Et c'est vrai que personne n'a eu l'audace de changer un petit peu la couleur des États-Unis, alors que dans la perception des différentes populations du monde, il y a plein de gens maintenant qui lorsque pensent tourisme aux États-Unis, se posent la question de fond d'un point de vue sécuritaire. Oui. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose de prenant. Le nombre de touristes a diminué. Oui, parce que c'est une société qui fait plus rêver, qui semble fracturée, et dans sa fracture utilise la violence comme point d'expression. Et on arrivait à un point, effectivement, où même dans les grandes villes, on ne se sent pas en sécurité. Donc c'est un point tout à fait légitime. Quant à ce discours de dire est-ce que pour une fois on pourra dire non aux États-Unis, c'est tout à fait pertinent, parce que là, ça en va de la souveraineté. Quand on ramène des forces comme ça policières, il faut techniquement l'autorisation du pays en question. Donc à voir ce qui va être fait au niveau italien, quoi. Et Giorgia Meloni a déjà protesté des propos de Trump sur l'OTAN, la présence de l'OTAN en Afghanistan, il y a à peine une semaine, donc peut-être qu'elle pourrait porter l'escalade un peu plus haut. Mais bon, pas sûr. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que le gouvernement hier semblait très surpris. Le gouvernement italien, ils n'étaient absolument pas au courant. Et donc, ça a bougé. L'ICE... Est-ce que l'ICE va continuer aux États-Unis, à votre avis? Rapidement. Oui, parce que je pense que c'est un élément de l'identité politique de Trump et du camp conservateur. Donc, il ne peut pas effectivement reculer. Reculer, ce serait effectivement donner des mauvais signaux à son électorat. Mais je pense qu'effectivement que passer les élections, en fait, ils sont pour le coup, c'est pour ça qu'on les appelle un petit peu la police de Trump, alors que c'est des polices qui existaient préalablement à Trump, mais ils sont arrivés dans une telle exercice de la force légitime de la violence qui en fait n'est plus légitime. Je pense vraiment qu'elle est intimement liée à Trump, c'est-à-dire au moment où il quitte le pouvoir, elle va retrouver son rôle très 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 traditionnel et très très limité en réalité. Rafid ? Non, rien à rajouter, c'est ça. Ça fait partie aussi du récit trumpien qu'on a. C'est la démonstration d'une action, c'est-à-dire en réalité tout le monde sait que vous ne pouvez pas enrayer l'immigration dans un pays comme les États-Unis qui se construit même économiquement sur l'immigration. C'est même pas quelque chose de tabou, c'est un contrat clair, il n'est même pas tacite. C'est-à-dire vous avez le droit de venir, de travailler, vous n'avez pas le droit de voter, mais ça arrange tout le monde si vous voulez. Et là, l'idée effectivement de faire de la démonstration de force, c'est l'illusion qu'on fait quelque chose, alors que d'un point de vue des chiffres, même si vous avez fait une explosion en termes de reconduction à la frontière, c'est insignifiant par rapport à la nature démographique de l'immigration aux États-Unis. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Hafid Boutaleb, analyste géopolitique, et Anas Abdoun, expert international en énergie et géoéconomie. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. À très bientôt. Merci à vous. Il est 9h30.
Tous les matins, 7h-10h, Rabat 106.9.